Test, 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 test. Test, 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 test. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. J'attends de voir si la connexion passe bien. Et est-ce que vous pouvez me faire un petit signe au niveau du son pour me dire que tout va bien? Bonjour, bonjour tout le monde. Alors on est en ligne. Alors, rebonjour tout le monde, on est en ce moment en direct du Rézé pour une interview assez spéciale. Nous sommes en ce moment en présence de Didier Laurent, l'un des prévenus dans l'affaire des grands frères. On va faire un point avec lui puisqu'il y a l'affaire des grands frères d'une part, mais il y a aussi une affaire dans l'affaire des grands frères pour laquelle il a été condamné. On va essayer d'en savoir plus. Et donc, bonjour Monsieur Laurent. Bonjour, bonjour Harold, bonjour. Alors, effectivement, vous êtes membre, on va dire, entre guillemets, des grands frères. Comment vous êtes-vous retrouvé finalement mêlé à cette histoire? Alors effectivement, on dit que je suis membre des grands frères. Il faut bien comprendre que c'est le procureur de l'époque qui avait mis cette appellation. D'accord, l'appellation dite des grands frères. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'un grand frère. Si on a une vision négative, on dira que c'est quelqu'un qui a une mauvaise influence. Mais généralement, lorsqu'on parle d'un grand frère, on parle de quelqu'un qui est là pour vous conseiller, pour vous dire là tu vas faire une connerie ou pas. Donc s'agissant de l'affaire des grands frères, c'est une réalité, c'est apparu, il a été clairement établi que j'étais en contact avec certaines personnes. C'est une réalité. Je tiens à dire que ces personnes ont donné beaucoup de leur personne pour pouvoir éviter pas mal de choses dans les rues de la Guadeloupe. On voit tout ce qui a été fait, mais il faut savoir qu'il y a également tout ce qui n'a pas été fait et tout ce qui a été évité. Alors pour rappeler justement, vous êtes agent des forces de l'ordre, donc vous étiez en contact avec les grands frères, plus pour pacifier ou qu'est-ce qui se passait à ce moment? Alors l'intérêt en fait c'est d'être en contact avec les grands frères. Alors oui, pour répondre à votre question, effectivement je suis fonctionnaire de police et durant la période considérée, il a été demandé d'essayer de savoir tout ce qui allait se passer dans les rues de la Guadeloupe durant la période considérée. Donc c'était une période très tendue. Il faut partir d'un principe. Qui mieux que des personnes en contact directement avec les jeunes pour pouvoir vous dire voilà l'état de pensée des jeunes, voilà leur motivation, voilà leur détermination. Qui mieux que ces personnes qu'on a qualifiées de grands frères pour pouvoir apaiser la situation dans les rues? J'en veux pour preuve, et tout le monde le sait, on n'est pas dans la violation du secret de l'instruction. Vous avez pu le découvrir. Des élus politiques ont pris contact avec ces personnes. Je vois mal des élus politiques prendre contact avec des personnes pour après les qualifier de chefs de gang. Donc véritablement, il y a eu un travail qui a été fait. Pour être clair, bon nombre de personnes savaient que certaines personnes étaient en contact, de la population jusqu'à en haut lieu, on dira même en très haut lieu. Beaucoup de personnes savaient. Pour aujourd'hui se voir qualifié de grand frère ou de traite à la patrie ou de chef de gang, ça pose quelques difficultés. Vous pensiez qu'en intervenant à ce moment-là, tout ça allait se produire? Ce qui a découlé après, l'affaire, la procédure judiciaire dite des grands frères, non, sincèrement non. Sincèrement, je ne pensais pas. Je me suis dit que, vu qu'il y avait un travail qui a été demandé de recherche d'informations sur tout ce qui pouvait se passer dans les rues, je me suis dit, en tout cas, je ne me suis pas dit que ça allait finir jusqu'à ce que toutes ces personnes, je dirais, soient mises en cause, parce que tout le monde savait que ces personnes œuvraient dans les rues pour pouvoir appeler au calme. Donc non, je ne m'y attendais pas. Et après, j'ai très vite compris qu'à partir du moment où certains représentants des jeunes des quartiers discutent avec des élus politiques, eh bien, cette affaire devient politique. Voilà. Alors on a eu plusieurs semaines effectivement d'émeutes en Guadeloupe, la situation était très tendue et finalement mi-janvier on nous apprend l'interpellation de 18 personnes, même pas 18 à ce moment-là, 9 personnes, 9 ou 8, 9 personnes qui sont interpellées à ce moment, 96 heures de garde à vue, comparution immédiate au terme de la garde à vue et après transfert. 2 mois après. En moyenne 2 mois après. Tout le monde, les 4 en tout cas ont été transférés. Monsieur Duménil, Monsieur Chenilco, Monsieur Doufou et moi-même, nous avons été transférés. Ça a été très dur. Hein. Manu Militari, donc ça vous le savez, on a été transférés. On vous prévient à 9 h du matin que vous êtes transférés à 15 h. Voilà, le jour même. Sans effet personnel, Sans effet personnel, bah, pour ma part, j'ai pu voyager avec un t-shirt et une paire de sandales. Et c'est grâce à, je le dis, hein, ce sont des surveillants du centre pénitentiaire de Bémao qui m'ont trouvé une veste. Parce qu'il faisait froid, hein, nous sommes au mois de mars en France. Donc voilà, Manu Militari, enfin oui, quasiment Manu Militari, on peut le dire. Hein. Effet de surprise. Et le pire, après je laisserai la population juger, c'est que on donne à toutes les familles un billet
de visite, ce qu'on appelle le permis de visiter la famille, le jour même ou la veille. Si je me rappelle, selon ce que j'ai compris, M. Duménil, le jour où sa famille venait le voir, c'est le jour où il a été transféré. Donc il y a quelque part une espèce de torture psychologique, voulue ou pas, chacun jugera. Alors, ce qui est assez surprenant, et ça m'a marqué, c'est qu'en ce moment, on a un conflit aussi en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, en ce moment. Et c'est vrai que les dirigeants de la CCAT, par exemple, ou des militants indépendantistes ont eux aussi été interpellés. Ils ont été transférés. Et finalement, c'est exactement les mêmes conditions que vous. Ça a été manu militari, du jour au lendemain, sans effet personnel. Et ils ont donc, 7 personnes ont été transférées dans des geôles françaises. Alors, il est évident que je ne fais pas de politique, mais on peut faire un parallèle. On peut faire un parallèle lorsque vous regardez, mais c'est même encore beaucoup plus grave pour la Nouvelle-Calédonie, selon ce que j'ai compris, parce que nous encore, on nous a transférés 2 mois après. Mais eux, c'est dès la fin de leur comparution, le soir même, un avion spécial a été affrété pour les envoyer en France. Alors la population jugera. S'agit-il d'une méthode de travail, entre guillemets, on parle de système, pour préserver les témoins, les rapports avec les témoins, j'entends bien. Mais la façon de faire, elle appelle notre attention. Parce que c'est la même façon. Tout de suite, on envoie. Il faut trouver visiblement des responsables à un mouvement populaire. Je n'ai jamais compris comment cela pouvait se faire, mais en tout cas, ça existe. Il faut des responsables et on en trouve. Mais à la Nouvelle-Calédonie, j'apporte quand même un soutien parce que c'est difficile. C'est très très tendu et on voit bien que ça n'a rien entaché à la détermination de la population kanak. Voilà. Qui ne réagit pas effectivement comme la population guadeloupéenne. Alors, elle est présente et c'est encore plus tendu là, selon les dernières informations qu'on a pu recevoir. Alors on est quand même sur des faits qui se sont produits en novembre-décembre 2021. Vous avez été interpellé en janvier 2022. Vous avez été libéré finalement en 2024. L'instruction avance, on n'a pas de nouvelles de l'instruction finalement de l'affaire des grands frères. On sait qu'elle est close, mais on ne sait pas si ça va déboucher sur une procédure ou pas. Est-ce que vous êtes au courant? Alors, j'ai les mêmes informations que Maître Bourjac. Comme elle vous l'a dit, l'instruction est clôturée depuis la fin du mois de janvier. Donc là, on attend, selon ce qu'on a compris, on attend les réquisitions du procureur, ensuite le juge. On n'a pas de date. Sincèrement, on n'a pas de date, on attend. Tout le monde attend en fait. Je pense particulièrement à ceux qui sont bloqués. Je pense à M. Chénilco qui est visiblement lui en métropole. Il ne peut pas rentrer voir sa famille. Il fait comme il peut. Pourquoi on lui interdit de rentrer en Guadeloupe? Alors, si, je ne sais pas, le contrôle judiciaire veut que si on est considéré comme un chef de gang, on doit éviter d'influencer les témoins. Alors que la procédure, elle est clôturée. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'entente frauduleuse entre les personnes mises en cause, alors que tout le monde a été auditionné dans cette procédure, y compris les témoins. Donc je ne vois pas ce qui empêcherait à monsieur, par exemple, Chénilco, de revenir à la Guadeloupe, au moins de rester sur les abîmes, ou en tout cas là où il habite, au moins reprendre contact avec la famille, un petit côté humain, en attendant la date. Vous regardez, juste une parenthèse, vous regardez par exemple le cas de M. Dofou, encore en détention, alors que l'affaire dite des grands frères, l'instruction est terminée. Donc il y a des choses. Justement, l'instruction est terminée, mais visiblement, M. Dofour s'est retrouvé dans une affaire dans l'affaire, vous y compris d'ailleurs. Vous avez d'ailleurs été condamné dernièrement, visiblement vous devez retourner en détention. Que s'est-il passé? Alors, je vais vous faire un petit résumé. D'accord. Maître Bourjac est venu sur le plateau Focus et a bien détaillé ce qui s'est passé. Et c'est une réalité. On dira que je suis mis en cause et condamné, donc je vais avoir peut-être une vision qui n'est pas objective. Mais non, je suis dans l'affaire, je suis partie prenante. Donc on a donné les éléments comme ils se sont présentés. En fait, en effet, pour une sacoche, je pars 15 mois en détention. Monsieur Dofou ainsi que l'autre personne qui est concernée par cette histoire de sacoche ont pris 18 mois. En clair, vous avez une personne qui arrive en Guadeloupe, que je recherche dans le cadre d'un mandat qui a été délivré à son encontre. Je contacte cette personne et je lui dis que je l'attends. Cette personne s'engage à se présenter à moi dès lors qu'elle sera de retour en Guadeloupe. Entre-temps, M. Lefour m'appelle pour me dire, mais visiblement tu connais cette personne, moi aussi je te garantis qu'elle est effectivement hors du département et dès qu'elle arrive, je lui mettrai la pression pour qu'il se présente à toi. Le fameux soir de l'arrivée de cette personne, ce dernier a été interpellé par les collègues de la PAF. Normal, logique, visiblement il y avait ce mandat délivré à son encontre. Donc M. Lefour devait aller récupérer la dite personne. Et quand, sur la route, selon ce que j'ai compris, M. Lefour reçoit un appel de la part de 2 fonctionnaires de police, de la police aux frontières, qui lui disent, écoutez, nous venons d'interpeller votre ami. Par contre, il est en possession de bagages. Il souhaiterait savoir si vous pouvez récupérer ces bagages afin de les remettre à sa famille. M. Lefour, qui est pas loin de l'aéroport, dit, ok, mais j'arrive et je viens vous voir.
Il faut bien comprendre une chose, mesdames et messieurs. Ces bagages n'ont pas été remis entre deux véhicules. Ces bagages ont été officiellement remis dans un bureau de la police aux frontières. Par la suite, l'individu sait qu'il va être en détention et donc il a une petite sacoche avec lui. Il demande au fonctionnaire de police qui l'escorte, vu que vous avez récupéré mes bagages, est-ce que vous pourriez aussi donner ma sacoche à la personne qui a récupéré ses bagages? Le fonctionnaire de police dit oui. Ce fonctionnaire m'appelle, car il ne connaît pas M. Dofo. Je lui dis, écoute, vu que les bagages ont été récupérés, ce qui prouve qu'ils ne sont pas sous scellés, puisque tes collègues les ont remis, donc moi ça ne me dérange pas. Regarde s'il n'y a rien de dangereux ou d'interdit dans la sacoche, je donnerai à son ami, l'ami remettra à la famille. Quand vous regardez, M. Dofo, il a été contacté par 2 fonctionnaires de police de la PAF. Moi, fonctionnaire de police, je l'appelle par la suite pour lui dire, j'ai aussi la sacoche de ton ami, puisque tu as récupéré les bagages. Il n'a rien demandé. Il prend 18 mois ferme. Le propriétaire des bagages et de la sacoche, lui, il a pris le temps de demander aux fonctionnaires, tant de l'escorte qu'aux fonctionnaires qui traitaient son dossier, est-ce que je peux remettre mes bagages à mon ami? Il n'a pas remis ses bagages en catimini. On lui dit oui. Alors qu'il a fait la démarche de demander l'autorisation, il prend 18 mois ferme. Et moi, je prends 15 mois pour avoir récupéré une sacoche pour laquelle on sait ce qu'il y avait dedans. D'accord? Sacoche qui est passée entre plusieurs mains à plusieurs reprises. 15 mois pour une sacoche. C'est énorme. Alors on peut se demander pourquoi. Mais là, on peut se demander pourquoi. Cette détermination, il faut impérativement que nous soyons en détention provisoire. Est-ce lié à l'affaire des grands frères? Je laisse la population, je laisse votre public juger. Alors pourquoi, beaucoup se demanderont, pourquoi vous étiez en lien avec des personnes comme M. Dofo, par exemple, qu'on dépeint, je le rappelle, comme des chefs de gang, hein, puisque M. Chelnico, on le dépeint comme un chef de gang aux Abîmes, M. Dofo, un chef de gang à Pointe-à-Pitre, ainsi de suite. Voilà, chef de gang à Bémao. Donc voilà, pourquoi vous êtes en contact concrètement avec ces gens-là? Alors, je ne vais pas trahir le secret de l'instruction, mais ça, toutes ces informations, tout le monde les a. Je suis en contact avec M. Chenilco parce qu'il est médiateur social auprès de la ville des Abîmes. Il est chargé de mémoire du secteur du Rézé et de la Croix. Lorsque je cherche un jeune, qui mieux qu'un médiateur social pour me dire ben, Didier, il est là ou il est là, je vais voir s'il veut se présenter à toi. Il n'y a pas mieux qu'un médiateur social. Je peux vous garantir que ce n'est pas en me rapprochant d'un membre d'un parquet quelconque que j'aurais pu obtenir des informations pour trouver un jeune. Vous faites un travail de terrain en fait. C'est un travail de terrain. En fait, pour bien comprendre, j'appartiens encore, même si je suis suspendu, à l'unité de surveillance et d'interpellation. Ça veut tout dire, surveillance. Vous surveillez toute personne et vous recherchez toute information qui vous permettrait de trouver ou d'être au courant de ce qui peut se passer dans les rues de la Guadeloupe. Vous prenez monsieur Dofo, par exemple. Alors, monsieur Chenilco, médiateur social. Monsieur Dofo. Monsieur Dofo, c'est un chanteur qui est connu et reconnu sur la scène locale par les jeunes. Alors oui, bien évidemment, on a dit qu'il était connu de la justice, mais en tout cas pas pour des faits de chef de gang. Il est chanteur, connu et reconnu sur la scène locale. Il est membre d'une association de Pointe-à-Pitre qui a pu faire un véritable travail de prise de contact avec des gens de Bémao, ce qui a pu apaiser la situation. C'est à l'époque où ils ont fait la paix entre Bémao et Pointe-à-Pitre? Voilà, en 2016. L'année d'avant, nous avons eu 44 homicides. C'était le plus fort taux de France et de Navarre. Vous avez des personnes qui se sont, entre guillemets, mises en avant pour pouvoir pacifier les rues de la Guadeloupe, et ça a marché. D'accord? Donc, il est tout à fait normal, à mon sens en tant que policier, d'être en contact avec des personnes qui ont pu pacifier les rues, d'être en contact avec des personnes qui sont médiateurs sociaux, dont c'est la fonction, c'est leur métier. Qui mieux que pour pouvoir parler à des jeunes, pour les appeler au calme, pour essayer de comprendre quel est leur état d'esprit? Moi, je ne vois pas. C'est pas moi en tant que policier qui vais aller dans un tel ou tel quartier dire voilà, je suis policier, je cherche telle ou telle personne, ou je suis policier, je veux telle ou telle information. Non. Il vous faut des gens qui vous servent de tampons, qui puissent apaiser les situations. C'est clair. Aujourd'hui, les gens, lorsqu'on nous voit en tant que policiers, on voit des policiers d'État. On voit un État policier. On est un symbole étatique. Ça veut dire que les gens, ce n'est pas tant vous en tant qu'individu qu'ils détestent. Ils vont détester l'uniforme ou ce que vous représentez. Alors qu'à la base, nous sommes des policiers républicains. On est là pour la population. Donc voilà. Alors, on va revenir quand même sur cette fameuse réunion. Ça nous laisse aussi perplexes. C'est que tout le monde a été rassemblé en décembre. Les élus étaient au courant, la préfecture était au courant, tout le monde était au courant. Donc, vous faisiez votre travail de terrain
dans le même temps. Donc on savait les relations que vous aviez avec toutes ces personnes pour pacifier à ce moment-là. Et comment tout ça n'est pas ressorti dans la procédure et comment ça se fait qu'on vous ait mis dans le même sac finalement et en vous traitant, en disant en plus que vous êtes un traître finalement à la patrie de par vos fonctions de policier. Alors, comme je l'ai dit, sans pour autant rentrer dans le cœur du dossier, tous les éléments dont vous venez de faire état sont dans la procédure. Par exemple, ils disent qu'ils avaient beaucoup d'écoutes téléphoniques. Donc les échanges que vous avez eus avec tout le monde, ils les ont. Bien sûr, ils les ont. Mais quand vous prenez des éléments de façon éparse que vous présentez comme étant des éléments à charge, après c'est tout le travail de l'avocat et de moi-même et de tous les avocats de dire attendez, non, nous avons un souci, vous interprétez comme ça, mais non, voilà ce qui a été dit. Une chose est claire, toute cette procédure est basée sur des écoutes téléphoniques. D'accord? Ça c'est une réalité. La manière dont je vais m'adresser à vous, Monsieur Luce, ce n'est pas de la même manière que je vais m'adresser à un jeune. Ce n'est pas de la même façon que je me suis par exemple adressé aux enquêteurs qui m'auditionnaient ou aux juges d'instruction. Donc nous avons une façon de parler. Lorsque je vous appelle, comment vas-tu frérot? Mais c'est pas parce que je vous appelle frérot que nous sommes membres de la même famille. Ce sont des... C'est pas parce qu'ils s'appelaient soldats que c'était des réels soldats. C'est pas parce qu'ils s'appelaient soldats, frérot, comment tu vas frangin, comment tu vas la famille. C'est un langage. D'accord? Quand vous parlez à des gens, vous essayez de parler dans le même langage pour être compris, pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'on puisse être dans un état de minimum confiance. C'est ce qui a été fait. Alors quand vous posez 3, 4, 5 questions juste sur le terme soldat, frérot, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le dossier? C'est parce que je t'appelle frérot? C'est parce que j'appelle un tel frérot? Non. Non, non, c'est une expression. Comme je l'ai dit au juge à la Martinique, ça je peux le dire, ce n'est pas parce que, on prend l'exemple de la Martinique, petit clin d'œil aux personnes de la Martinique qui nous ont aussi soutenus. Quand vous appelez quelqu'un en Martinique Saini Mafia, je peux vous assurer que la personne qui est appelée Mafia n'est pas membre d'une mafia locale. Hein. C'est une expression créole. Voilà. Donc voilà, on a ces éléments. Comme je vous l'ai dit, et comme vous l'avez très bien compris, beaucoup de personnes étaient au courant parce qu'à partir du moment où des élus politiques rencontrent des représentants des jeunes des quartiers, ça veut dire que peut-être la préfecture est au courant. Et si on dit la préfecture est au courant, peut-être que plus haut que la préfecture est également au courant. Donc on ne dévoile rien de particulier. C'est juste une logique des choses. Si vous avez des élus politiques qui rencontrent des jeunes, il y a bien quelqu'un en haut lieu qui est au courant, qu'il y a une rencontre qui se fait à l'espace régional du Rézé, filmée par l'autre média. Attention, c'est en place publique. Donc, tôt ou tard, tout le monde est au courant. Et c'est ça qui est important. Mais il y a quand même beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Donc moi, je vais poser des questions cash, à savoir, est-ce que vous avez donné des informations susceptibles d'aider les grands frères pendant les émeutes? Je vais vous répondre clairement. La réponse est non. Ce qu'on appelle information, quand j'appelle par exemple monsieur X, Y ou Z cité dans cette procédure, je lui demande qu'est-ce qui va se passer dans tel ou tel endroit, et qu'on me dit Didier, fais attention, tu as des jeunes qui vont essayer de mettre en place un barrage, et que moi je lui dis, écoute, tu dis à ces jeunes-là ça de sortir de là, parce que nous on arrive. Alors est-ce que j'ai donné une information? C'est la justice qui dira. Mais une chose est claire, ça évite des affrontements entre les jeunes et les forces de l'ordre. Regardez par exemple ce qui s'est passé à Bouliki, ce jeune qui est blessé. D'accord? Les gendarmes sont arrivés, il y a quelque chose qui s'est passé, qu'on ne saura jamais, puisque visiblement cette procédure a été classée. Ensuite, il faut le savoir. Mais voilà, nous, on est là pour éviter des affrontements avec les jeunes, parce que c'est nous qui sommes face aux jeunes. Et nous étions face à des jeunes déterminés. N'oublions pas que durant la période considérée, vous avez l'armurerie de la douane, si mes souvenirs sont bons, qui a été vandalisée, qui a été fraquée, comme on dit dans le langage. Donc on sait qu'il y a encore des armes en circulation. Il est très important de savoir où est-ce qu'on risque de se faire tirer dessus. On aura beau dire, beau faire, si je peux éviter d'aller à l'aventure, ça m'arrangerait bien. Voilà. Vous preniez tous ces éléments-là en considération, connaissant le terrain. Je suis guadeloupéen, je connais le terrain, prise en compte des éléments, transmission des éléments, et après je ne fais pas partie des décideurs. Une fois que les informations sont transmises, gérer. C'est ça qui est étrange aussi, c'est que un policier doit rendre compte à sa hiérarchie quotidiennement. Vous n'étiez pas en opération d'infiltration pendant 2 mois et genre personne n'avait de vos nouvelles. Donc ils étaient au courant régulièrement ou vous avez omis de préciser certaines choses? Alors, ils étaient au courant. Je vais être clair. Les informations ont été transmises en temps et en heure.
Alors oui, en tant que policier, vous avez une obligation de rendre compte. Il faut faire une distinction entre une enquête de longue haleine pour pouvoir, par exemple, démanteler un réseau de terroristes, de trafiquants d'armes, de trafiquants de produits stupéfiants. Là, vous avez le temps d'écrire les PV, ce qu'on appelle les procès-verbaux de renseignement. Mais et là, c'est une première même pour nous, fonctionnaires de police, même si nous avons des collègues qui sont spécialisés dans le renseignement, qui sont rattachés aux renseignements territoriaux. Mais là, nous avons un événement social sans pareil en Guadeloupe. Nous avions déjà 2009, mais il faut savoir que 2021 était beaucoup plus violent. Donc en clair, l'information que vous recevez à 17h, c'est pour le soir. Donc vous n'avez pas le temps matériel de faire des rapports écrits. Par contre, les comptes rendus verbaux sont très importants. D'accord. L'essentiel, c'est qu'il faut préparer au plus urgent, rapidement, dans la soirée. Donc ça c'est clair, sauf que ce sont des comptes rendus verbaux. Mais après, on a des éléments. On n'invente rien. Hein. Tout est dans cette procédure-là. Il faut bien comprendre une chose. L'instruction est terminée. Donc tout ce qui va être dit, tout ce qui a déjà été dit, tout est consigné en procédure. On n'invente rien. Après 2 ans de détention provisoire, où des familles ont souffert, et ça je tiens à le dire, et je tiens à dire merci à ces familles d'avoir soutenu ceux qui ont été en détention. Vous avez des personnes qui ont été inquiétées pour nous avoir soutenus. Vous avez des personnes qui ont été mises sur la sellette. Vous avez des personnes qui ont été bousculées, alors même qu'elles ne faisaient que dire la vérité en fonction de ce qu'elles connaissaient, en fonction de ce qu'elles savaient. Très important, retenez bien cela. Ça circule d'ailleurs déjà sur les réseaux si on s'y intéresse. Des personnes commencent enfin à dire, mais oui, on a été menacés. On a entendu l'interview de monsieur Olivier Servat, enfin il était en meeting politique, et il y a une vidéo qui circule justement sur les réseaux où il dit qu'il a reçu des pressions pour vous avoir défendu. J'ai vu passer cette vidéo et en tant que journaliste, je pense que vous prendrez contact avec lui pour lui demander, parce que c'est lui qui visiblement il en parle. C'est l'un des seuls finalement à avoir parlé du dossier des grands frères à l'époque. Ouais, c'est vrai. Et c'est encore lui le premier qui dit visiblement j'ai subi des pressions. Alors c'est important. C'est important et je tiens à le dire, il n'est pas visiblement le seul sur qui on a fait pression. Mais pourquoi ? Tout le monde veut entendre quelque chose sauf la vérité. Vous avez des gens qui sont là, ils disent leur vérité. Ils disent voilà ce qui s'est passé de mon point de vue. Ensuite, moi, j'aurai à m'expliquer. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait en garde à vue, que j'ai fait devant les juges d'instruction. Moi, je vais m'expliquer sur mes méthodes de travail. Qui peuvent prêter à confusion, je n'en disconviens pas. Mais on sait qu'il y a des éléments dans ce dossier qui permettent de dire ou pas, les juges apprécieront, si c'est un travail qui a été fait. Parce que n'oublions pas, on est véritablement dans un mouvement populaire. On n'est pas dans un trafic organisé, c'est un mouvement populaire. On a parlé de soulèvement, d'insurrection. Moi, je dis que c'est une partie de la population qui s'est levée pour ses droits. Maintenant, quand une population se lève pour ses droits, est-il véritablement nécessaire de trouver forcément des boucs émissaires? Quel est le but? Ne doit-on pas prendre en compte ce que dit la population? Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui pose problème? Après... Pour passer outre finalement, on va dire, l'intérêt supérieur de la nation, on va dire, l'intérêt de la Guadeloupe, on a entendu beaucoup d'histoires aussi, monsieur Laurent. On a entendu par exemple des tentatives d'extorsion de fonds qui ont porté aussi, qui ont beaucoup porté à confusion. C'est-à-dire que certains se disaient que sous couvert de on défend la Guadeloupe, vous en profitez pour on va dire entre guillemets chirer les magasins et faire chanter des grands entrepreneurs de la place, même si on n'a pas eu d'écho des entrepreneurs en question. Mais en tout cas, ça avait été dit. Alors, lorsqu'on parle d'entrepreneurs, il est très important de revenir au moment des faits, et ce n'est pas nous qui l'avons dit, en tout cas ce n'est pas moi. Des grands groupes ont été vus par des journalistes, où eux-mêmes ils déclarent non, on n'a jamais subi de pression ni de tentative d'extorsion de fonds. Vous avez des élus politiques qui l'ont tout de suite dit non, on n'a pas subi de pression ou de tentative d'extorsion de fonds. Donc on nous accuse de quelque chose pour lesquels les soi-disant victimes vous disent non, pas du tout. Parce que soyez sûr que si quelqu'un avait subi une quelconque pression, extorsion de fonds, que ce soit élu politique ou grand groupe, on se serait empressé de déposer plainte, de dire attention, ces jeunes essaient de nous extorquer de l'argent. Par contre, vous parlez de pillage de magasins. Alors il faut être clair. À partir du moment où vous avez un conflit social, et ça on le sait, on l'a toujours vu en Guadeloupe, mais même ce n'est pas spécifique à la Guadeloupe, soyons bien d'accord, on l'a vu pour la mort du jeune Naël à Nanterre, vous avez une frange de la jeunesse qui en fait ne s'inquiète pas de ce qu'on défend, comment je vais vous dire ça, ne sont pas trop sur ce qui se passe
dans la société, eux, ils sont là pour faire de l'argent. Ils sont là pour faire voilà, c'est ce qu'on appelle des opportunistes. Il y a un désordre qui se crée, ben on a l'opportunité de prendre ça, on prend. Mais ça n'a rien à voir avec le mouvement populaire de barrage où des personnes revendiquaient le respect de pouvoir jouir de leur propre corps. Donc vous avez des opportunistes, d'accord? Et nous d'ailleurs, c'est ce qu'on... Et je tiens à tirer mon chapeau à tous ces collègues qui ont travaillé de nuit, d'accord? Qui ont été à l'affrontement avec les jeunes, à courir dans les rues de Pointe-à-Pitre, à courir après des jeunes qui, eux, foncièrement, n'en ont rien à faire de ce qui se passe. Qui sont là pour créer des troubles, du désordre et pour piller et se faire de l'argent. C'est ça. Ah non, il faut distinguer. C'est pas les jeunes qui étaient dans la rue, c'est pas eux que vous retrouvez sur les barrages. Et j'avais d'ailleurs fait une intervention télé à l'époque où je disais non, il faut faire la distinction. Vous avez ce personnel soignant suspendu, ces pompiers qui réclament la liberté, au moins qu'ils soient suspendus, pas de souci. Mais quand vous suspendez quelqu'un sans salaire, vous créez une situation de précarité. Qu'ils soient suspendus, d'accord, mais qu'on leur laisse un minimum vital, qu'on leur enlève les primes, je ne sais quoi, mais ça génère forcément des tensions. Et vous avez des jeunes à côté qui se disent on a l'opportunité nous aussi de se faire plaisir. Vous avez peut-être des jeunes dont la famille a été suspendue et qui se disent mais c'est ça cette société, ben moi je vais me servir. Et c'est ça qu'on combat. Parce que effectivement c'est face à ces jeunes qu'on se retrouvait et où ça pouvait dégénérer. Il y a eu échange de tirs. On n'en parle peut-être pas, mais durant les nuits de violence urbaine à Pointe-à-Pitre, ça a tiré. Ça a tiré, mais sévèrement. J'ai fait partie du premier équipage de police qui s'est fait tirer dessus à l'entrée de la rue Frébeau. Moi, j'étais chauffeur et je le dis, c'est une anecdote. Mes 3 collègues qui étaient avec moi étaient pieds à terre. Ils entendent des détonations avec les plombs qui tapent au-dessus de leur tête. Donc quand vous êtes, et c'est la première nuit, donc quand vous êtes dans cette situation, vous dites bon, il y a 2 solutions. Hein. Il y a 3 solutions, pardon. Soit vous êtes sidéré, vous restez sur place et vous risquez de vous faire tomber. Soit vous fuyez. Soit vous vous dites, bon maintenant qu'est-ce que je peux faire pour obtenir des informations pour que je ne me retrouve plus dans cette situation où je me fais tirer dessus comme un lapin. Et on est 4. Eh bien on a fait le nécessaire. On a fait ce qu'on avait à faire. Vous savez, j'ai fait 2 ans de détention provisoire. C'est dur. Ça a été très dur, mais je suis vivant. Je suis là aujourd'hui pour pouvoir vous parler. Alors je dois me défendre, je dois m'expliquer, je le fais. Si c'était à refaire, je vous le dis sincèrement, je le referais. Peut-être un peu différemment, mais je le referais. L'essentiel pour moi, c'est d'être vivant. De pouvoir rentrer le matin, embrasser femmes, enfants, et voilà. Donc c'est le plus important pour moi. Et je suis là. 2 ans de détention, ça a été très dur, mais on est vivant. Et le système, je dirais, est en train de créer quelque chose où la population va se lever de plus en plus pour réclamer ses droits. Pas forcément pour aller à la violence, c'est une réalité. Et je vous parle en tant qu'expérience professionnelle, en tant que policier. Je suis arrivé en Guadeloupe en 2008, d'accord, je suis guadeloupéen, je tiens à le dire. Je suis arrivé en Guadeloupe en mutation, je suis rentré chez moi en 2008. Entre 2008 et 2021, j'ai vu la dégradation de la situation. Et je suis persuadé que le parquet de Pointe-à-Pitre, le parquet de Basse-Terre, les juges qui sont en fonction ici, eux-mêmes, lorsqu'ils voient la multiplication des procédures judiciaires sur leur bureau, ils se disent que c'est tendu. Et les choses ne vont pas en s'arrangeant. Donc maintenant, aujourd'hui, on se doit de s'adapter à la population. On se doit de s'engager aussi. D'accord? Oui, je le dis. On a voulu savoir ce qui se passait dans les rues. On a adopté un langage propre à ceux qui étaient en face de nous pour pouvoir savoir et comprendre surtout. Je veux bien me faire tirer dessus, hein. On dira que je suis payé pour ça. Moi, je dirais non, mais je veux bien me faire tirer dessus, mais je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe qui fait que des gens prennent les armes contre la police? Parce qu'il faut savoir que nous sommes le dernier rempart. Hein. Nous sommes le dernier rempart avant d'arriver à... Il y a une certaine distance entre la population et la police, surtout entre la population des quartiers difficiles et la police. On a même noté, moi sur le terrain, j'ai même noté 2 comportements, c'est-à-dire que on va dire les policiers nationaux municipaux étaient plus en retrait. Et on avait plus les gendarmes effectivement qui étaient en mode interpellation, enfin sur le terrain on va dire un peu plus bouillant. Mais c'est vrai que les Guadeloupéens étaient, les personnes d'ici étaient plus calmes, posées, étaient plus dans la compréhension. Donc est-ce qu'au niveau de votre hiérarchie ça n'a pas posé problème en fait? Non, c'est-à-dire qu'on a eu des renforts. Alors, il faut remonter à très longtemps, je vous dirais 2006-2007. Entre 2005 et 2007, avec la disparition de ce qu'on appelait à l'époque la police de proximité. Les policiers étaient au contact de la population. On travaillait, les jeunes nous parlaient directement. D'accord? Si on était encore à l'heure de la police de proximité, aurait-il été nécessaire pour moi, par exemple, de me rapprocher de médiateurs? Non, nous étions au cœur de la population. La police de proximité a disparu, donc on s'adapte.
S'agissant de, selon ce que j'ai compris, les policiers qui sont locaux étaient beaucoup plus calmes que les gendarmes venus en renfort. En fait, policiers locaux, on vit ici. Donc on connaît notre population, on connaît les revendications de notre population et on a choisi d'opter pour le dialogue. D'accord ? On va pas à la confrontation avec des gens. Moi par exemple, la personne que j'interpelle le mardi, je vais à la plage le dimanche, je peux le rencontrer à la plage. Donc on est dans la médiation. C'est pas parce qu'on a particulièrement peur. On discute avec les gens, on appelle au calme. Quand vous avez des gendarmes mobiles qui font leur travail, parce qu'on est en sous-effectif en Guadeloupe, vous avez les syndicats de policiers qui le disent sans arrêt, chaque année ils réclament, on est en sous-effectif. Donc lorsque vous avez un mouvement social d'ampleur qui secoue la Guadeloupe, ça gronde aussi un peu à la Martinique, ça gronde un peu aussi à la Réunion. Donc qu'est-ce qu'on fait? On envoie des gardes mobiles, ce qu'on appelle les gendarmes mobiles, en Guadeloupe pour nous renforcer. Donc les gendarmes mobiles, eux, on y va. On nous a demandé de dégager tel ou tel pont, on y va. Ils font aussi le travail. C'est cette partie du travail où nous en tant que policiers locaux, on va opter pour le dialogue. Et au bout d'un moment, parfois, le dialogue, il passe plus. D'accord? Donc le dialogue ne passe plus. Et là, vous avez les gendarmes qui viennent. Et voilà. Et le problème qui se pose, c'est que cela a pour effet d'augmenter l'antipathie de la population vis-à-vis des gendarmes. Et qui dit gendarme dit uniforme. Qui dit uniforme, policier en uniforme. Donc c'est aussi pareil pour nous. Donc par effet de ricochet, nous sommes aussi touchés. Mais bon, que voulez-vous, c'est ainsi fait. Alors nous avons parlé de donc cette affaire des grands frères. Il y a dans l'affaire des grands frères, donc cette fameuse sacoche où on vous accuse d'avoir tenté de faire disparaître des éléments de preuve dans une enquête. On ne sait pas si on est au bout de nos surprises. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres procédures qui ont été entamées ou qui sont en cours à votre rencontre? Je ne sais pas, j'attends. J'ai été auditionné l'année dernière avec un autre collègue. On nous avait reproché une violation du secret professionnel pour laquelle nous avons été relaxés en première instance. Visiblement, le parquet aurait fait appel, donc on attend la date de cet appel. Ensuite, il y a cette affaire de sacoche, l'affaire des grands frères, mais il y a beaucoup de ce qu'on appelle des affaires satellites avant d'arriver à cette fameuse affaire des grands frères. Lorsque vous regardez, par exemple, pour cette affaire de sacoche, quelque chose qui aurait peut-être dû interpeller la population ou d'autres personnes, les articles ont été très clairs, hein. Articles de presse et même ce qu'a dit le procureur, si je m'en rappelle bien, il disait voilà, c'est une affaire annexe à l'affaire des grands frères. Non, il n'y a pas d'affaire annexe. Chaque affaire est différente. Si on est dans cette affaire de sacoche, c'est une affaire de sacoche. Pourquoi faire référence? C'est une affaire annexe à l'affaire des grands frères. Donc c'est un rappel. Pourquoi? Non. S'il y a l'affaire des grands frères et s'il y a l'affaire des grands frères, ça aurait dû être jugé dans l'affaire des grands frères. Il n'y a pas d'affaire parallèle ou annexe ou non. Donc on se demande, et c'est là qu'on finit par se dire, et ce n'est pas nous qui le faisons, qu'on soit bien d'accord. Le procureur vous dit c'est une annexe de l'affaire des grands frères. Donc, forcément, c'est qu'il y a un lien entre toutes ces affaires. Quel est le lien? Quel est le but? Que cherche-t-on? La population appréciera. Vous avez aussi engagé des procédures de votre côté? Alors, j'ai eu, par l'intermédiaire de mon avocate, Maître Bourjac, j'ai entamé une procédure où j'ai déposé plainte. J'ai déposé plainte pour un faux et un usage de faux, je le dis. Dans cette procédure dite des grands frères, cette plainte, je l'ai déposée en mai 2022. J'ai fini par être auditionné pour cette plainte que j'ai déposée en décembre 2023. Donc en clair, plainte que je dépose en Guadeloupe, et je le dis, hein, contre un policier pour faux usage de faux, et la plainte n'était pas traitée. Donc on a fini par se poser des questions, savoir mais pourquoi, puisque c'est aussi lié à l'affaire des grands frères, parce que si vous avez un faux et un usage de faux dans l'affaire dite des grands frères, peut-être que ça peut changer des choses. Plainte pas traitée. Je précise que nous sommes en Guadeloupe. On découvre finalement que l'affaire a été transférée à la Martinique. Pour une plainte que je dépose en Guadeloupe, c'est le parquet de la Martinique qui instruit ma plainte. D'accord? Et c'est traité par les gendarmes du Lamentin de la Martinique. Mais non, ça s'est passé en Guadeloupe. Donc ça aussi, on ne comprend pas trop. Après, selon ce qu'on a compris, c'est que la personne contre laquelle j'avais déposé plainte avait de très bonnes relations avec certaines personnes. Et qui fait que peut-être, je dis bien peut-être, sous toute réserve, la plainte avait du mal à monter. Mais bon, au moins là, on a été auditionné, je pense que ça devrait déboucher sur quelque chose. Alors, en tout cas, là, vous êtes sous le coup d'une condamnation, 15 mois de prison ferme. Donc, vous devez retourner en détention quand? Alors, mandat de dépôt différé, je dois intégrer le centre pénitentiaire de Bemao le 1er juillet, c'est-à-dire lundi,
à 9 heures. Si, alors je vais faire appel. Alors le problème non, l'appel n'est pas suspensif, premièrement, parce que, comme l'a dit Maître Brojac avec une expression qui lui est propre, là où c'était délicieux, c'est que on a mis une petite phrase dans cette condamnation avec effet immédiat, c'est-à-dire que je dois rentrer en prison. Alors il y a deux choses. Premièrement, c'est que mon avocate, elle a fait appel. Je rentre en détention le 1er juillet, mais pour pouvoir faire une demande de mise en liberté en attendant ce procès d'appel, parce que tout le monde, jusqu'à ce que vous soyez condamné définitivement, vous bénéficiez de la présomption d'innocence. Donc j'ai fait une demande pour pouvoir faire une demande de mise en liberté en attendant cette date d'appel, je dois être en détention. Donc il faut que je rentre lundi pour que mon avocate puisse faire une demande de remise en liberté en attendant ce procès d'appel. Donc c'est particulier. C'est particulier. Mais j'ai toujours fait ce que la loi me demandait. On m'a demandé de réintégrer le 1er juillet. Ben, j'y serai. Ben, bien sûr. Alors, on vous a laissé vous exprimer, mais effectivement, vous plaidez pour votre paroisse, forcément. Quelles erreurs, si vous devez être objectif, quelles erreurs avez-vous commises, concrètement? Alors, il est très important de savoir que dans notre profession, les paroles, mais particulièrement dans notre profession, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Même si nous étions dans l'urgence, c'est-à-dire que je dois vous donner une information dans l'heure qui va précéder, dans l'heure qui précède une action à venir, j'aurais dû par la suite faire un compte-rendu écrit pour bien appuyer. Tous mes comptes-rendus ont été verbaux. Alors bien évidemment, nous avons quand même des éléments dans ce dossier qui prouvent qu'il y a eu des comptes-rendus verbaux. Mais pour bien appuyer, j'aurais quand même dû prendre sur moi, faire des comptes rendus écrits. Mais le problème qui se pose, c'est que quand vous commencez votre service durant la période considérée à 18 h et que vous finissez le lendemain à 6, 7, 8 h du matin, je peux vous assurer que la journée qui suit, vous avez plutôt envie de vous reposer et ensuite pour être d'attaque pour la nuit suivante. Pour ma part, par exemple, j'ai travaillé 9 ou 10 nuits d'affilée. Mais quand je vous dis la nuit, c'est de 18 h à 7 h, 8 h le lendemain matin, d'affilée. C'est du jamais vu, ça n'existe pas. Alors c'est qu'à la police qu'on voit ça, où vous enchaînez les nuits comme ça, pendant 10 nuits d'affilée. Donc au bout d'un moment, vous ne savez même plus où vous habitez. Alors réunir ces éléments, réunir son cerveau, pour pouvoir faire le compte-rendu, c'est un petit peu compliqué. Par contre, j'aurais dû au moins insister auprès de ma hiérarchie pour qu'elle fasse ce compte-rendu. Et c'est ce que je n'ai pas fait. Et si c'était à refaire, comme je vous l'ai dit, je referais à peu près les choses, à peu près pareil. Peut-être en rajoutant ces comptes rendus écrits pour bien appuyer sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Même le relationnel, même sur le relationnel avec les jeunes, on comprend le désir de vouloir pacifier, mais vu que ça se retourne contre vous à l'heure actuelle. Non, je garderai la même façon de m'adresser aux jeunes. Qui mieux qu'un jeune pour pouvoir canaliser un autre jeune? Il y a une chose qu'on dit souvent, c'est que les jeunes, entre guillemets, n'écoutent plus. D'accord? Vous avez un fameux slogan, parce que lorsque vous prenez le temps d'arriver en Guadeloupe, il faut entendre tout ce que les gens disent. Ça parlera à certains, ça en fera sourire d'autres. YZF, Yankees en mi-famille. Donc qui mieux que quelqu'un qui est considéré comme étant un frère ou un ami pour pouvoir dire à un jeune, calme-toi, là tu fais trop de scandales. Donc je leur parlerai de la même façon, je ne changerai rien, c'est clair. Alors si vous aviez un message à adresser, on va commencer à votre hiérarchie. Alors, je vais parler de façon générale en parlant que ce soit à la hiérarchie, à des collègues, à certains membres de la préfecture. Ils vous ont traité de traître à la patrie. Certains membres de la préfecture, certaines personnes dans les rues. N'ayons pas peur. On sait la vérité. On sait, comme je l'ai dit, qui était peut-être en contact avec qui. Il ne faut pas avoir peur. Moi, j'en veux à personne. Je sais qu'il y a un système de peur qui est mis en place. Chacun va prêcher pour sa paroisse. Mais n'ayons pas peur de dire les choses. Si on sait la vérité, on dit ce qu'on sait, ce qu'on a vu. Et le reste, après, moi, je vais m'expliquer. M. Dufour s'expliquera. Tout le monde s'expliquera. Mais pour ceux qui savent, regardez, vous parliez d'un élu tout à l'heure, qui 2 ans après vous dit que visiblement il a reçu des pressions. Il aurait peut-être pu le dire avant, mais l'essentiel c'est que ça sorte. Faudra bien que ça sorte. Il faut peut-être voir aussi la teneur des pressions et le poids des pressions en question. Oui, mais bien sûr, mais lorsque tout le monde est au courant que vous avez subi des pressions, tout le monde est capable de venir vous soutenir aussi. Tout le monde est capable. Aujourd'hui, on appelle tout le monde à venir dans les urnes. Mais si tout le monde est au courant de ce qui se passe, tout le monde va dire ouais.
Tala, ils mettent pression si, il faut nous soutenir. Ou Tala. Même les fonctionnaires de police, bon nombre de fonctionnaires de police qui me connaissent, en tout cas les personnes qui me connaissent savent que je ne suis ni malfaiteur, ni criminel, ni délinquant. D'accord? Vous avez des personnes. Ne vous ont pas tourné le dos, ces personnes-là? Les vrais, non, ils m'apportent le soutien. D'accord? Alors, bien évidemment, étant sous contrôle judiciaire, je ne dois pas approcher des fonctionnaires de police, les locaux de la police, ce que je respecte. Mais vous avez des personnes qui me connaissent, les membres de ma famille, des membres de ma famille, vous avez des amis, vous avez des collègues qui me connaissent. Donc, ils m'apportent leur soutien. Vous avez ceux aussi qui savent ce qui s'est passé. Qui savent quels ont été les propos tenus, les rapports entre X, Y, Z. Parlez, il n'est jamais trop tard. Je ne vais pas vous dire de vous mouiller, mais juste dire ce que vous savez, ce que vous avez vu. Et arrêtez d'écouter les on-dit, Nous avons, et je vous l'expliquais tout à l'heure, nous avons Patrick Saint-Éloi qui l'a très bien chanté. Qu'est-ce qui fait le plus de mal sur un homme? Quel organe qui fait le plus de mal sur un homme? C'est sa langue. Langue là, c'est-à-dire que si je veux vous salir, il suffit que je fasse partir une rumeur sur vous. Et c'est fini. Mais vous avez des gens qui vous connaissent. D'accord? Alors, on peut ne pas vous aimer personnellement. Moi, je n'en disconviens pas. On peut ne pas m'aimer. Mais sur le professionnel, restons professionnels. Vous aviez déjà quelques petites tâches dans votre carrière? Rien du tout. Non, rien du tout. Je vous aurais emmené, mais de telle manière, en suivant la procédure, vous le saurez en temps et en heure, mais aucune tâche. Aucune condamnation, aucun blâme, aucune sanction administrative, bien notée. J'ai eu, pour les événements du LKP en 2009, j'ai eu la médaille de bronze d'acte de courage et de dévouement avec d'autres collègues parce qu'on s'est fait tirer dessus et qu'on a pu interpeller les individus sans effusion de sang alors même qu'on venait de se faire tirer dessus par ces mêmes individus. Médaille de courage, d'acte et de dévouement, plusieurs habilitations, non, aucune tâche. Bien noté par la hiérarchie. Et justement, vous avez certains qui ont pris du recul. Mais il y a un proverbe créole qui vous dit, là, on ne peut pas dire bien, pas dire mal. Ou on ne peut pas dire bien, pas ni problème, mais pas dire mal. Dit peut-être qu'on pas savent. Mais après, peut-être que certains ont été loin dans leurs propos. Alors moi, je veux juste dire à la population, à la hiérarchie, à tous ceux qui sont au courant, n'ayez pas, il ne faut pas qu'on ait peur. On dit les choses. On va peut-être mettre un petit peu plus de miel ou pas, mais il faut dire les choses. Il faut dire ce qu'on sait, ce qu'on a vu, pourquoi les choses ont été faites. C'est le moment. Il n'est jamais trop tard. On en a discuté avec quelqu'un, on lui disait, il n'est jamais trop tard pour pouvoir changer tout cela. Mais il faut dire les choses. Pour vous, la vérité va éclater tôt ou tard, dans tous les cas. Bien sûr, mais bien sûr. Mais bien sûr, je vais vous donner un exemple. Mais la vérité, elle est déjà là. Les gens connaissent la vérité. À partir du moment où on vous pose quelque chose et que vous l'analysez, vous dites, ah, peut-être que... Je vais vous donner un exemple simple. On vous dit que X, Y, Z, ce sont des grands frères et qu'ils ont fait une tentative d'extorsion. Je vois mal des élus politiques s'asseoir au conseil régional, à la chambre régionale du Rézé, avec ces personnes, en sachant qu'ils sont des chefs de gang. Je vois mal ces personnes, soi-disant là pour faire de l'extorsion de fonds, accepter d'être filmées à visage découvert, alors soi-disant ils sont là pour une extorsion de fonds. Vous m'avez posé une question et je tenais